L'actualité à presque 15h30 sur BFM TV à la une. Plus de 963 000 Français vaccinés selon le dernier bilan des autorités sanitaires. Une montée en puissance qui pourrait connaître un coup de frein à cause des retards de livraison des vaccins annoncés par Pfizer ou encore Moderna. Pour y faire face, la Haute Autorité de Santé préconise d'espacer les 2 doses de vaccin de 6 semaines au lieu de 3. Cette période a un impact sur le psychique. Alors qu'un 3e confinement semble se rapprocher et que nous sommes en plein couvre-feu, le moral des Français n'est pas au beau fixe, entre résignation et abattement. Se taire dans les transports en commun, même en portant un masque. Agrandir la distance physique de 1 à 2 mètres sans port du masque. Les préconisations de l'Académie nationale de médecine hier pour faire face notamment aux variants du Covid-19 plongent les Français dans la confusion. « 963 139 personnes vaccinées en France, donc selon les autorités hier. Bientôt le million annoncé par Olivier Véran comme objectif à fin janvier. Mais est-ce que ça va durer alors que Pfizer et AstraZeneca annoncent des retards de livraison et que les vaccins Moderna arrivent au compte-gouttes ? Alors la Haute Autorité de Santé propose une solution, espacer les 2 doses de ces vaccins à ARN messager de 6 semaines au lieu de 3. 700 000 personnes de plus pourraient ainsi être vaccinées en un mois. Stéphanie Zenati. Dans son nouvel avis publié ce samedi, la Haute Autorité de Santé préconise d'espacer de 6 semaines les 2 injections de vaccins contre le Covid-19. Une stratégie pour tenter de maîtriser l'épidémie plus vite et plus efficacement, car pour l'instant, les centres de vaccination sont un peu à l'arrêt. À Clamart, dans les Hauts-de-Seine, avec 420 doses reçues chaque semaine, difficile de multiplier les rendez-vous. On nous indique même qu'à partir du 15 février, nous ne devons plus prendre aucun nouveau rendez-vous pour une primo-injection, puisqu'il faudra faire toutes les secondes injections des personnes que nous aurons vaccinées pendant un mois. Ça veut dire concrètement que tous les vaccins qui seront mis à notre disposition serviront uniquement à faire des 2e injections et qu'il n'y aura personne de nouvellement vacciné jusqu'à la mi-mars. En décalant la 2e dose, près de 700 000 personnes supplémentaires pourraient être prises en charge rien que pour le mois de février. Et dans les faits, quelques jours d'attente supplémentaires n'entraîneraient pas de perte d'efficacité du vaccin. Il a été certifié entre 19 et 42 jours, c'était le protocole Pfizer. Donc on peut décaler sans trop de risques, mais on ne va pas pouvoir décaler indéfiniment. Donc je suis très préoccupé par ce manque de doses. Je l'ai vu dans mon hôpital, je le vois dans mon département, on décale les rendez-vous, on reporte les rendez-vous d'une semaine, de 2 semaines. C'est assez préoccupant parce que c'est une véritable course contre la montre. La Haute Autorité de Santé précise malgré tout qu'une telle mesure ne peut être efficace qu'à 2 conditions. D'abord, si elle est mise en place très rapidement. Ensuite, si les doses de vaccins sont administrées en priorité aux populations les plus à risque, les personnes âgées notamment, qui sont susceptibles de développer des formes graves du Covid-19. Jean-Stéphane Dersin, bonjour, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes directeur scientifique adjoint de l'Institut national des sciences mathématiques et de leur interaction du CNRS. On a entendu ces préconisations, espacées de 6 semaines au lieu de 3 à l'administration entre les 2 vaccins Pfizer et AstraZeneca et Moderna. Est-ce que ça va être aussi efficace, même si on entend certains professionnels qui disent que ça ne va pas changer grand-chose? Est-ce que vraiment on va être autant protégé? Alors moi, je suis modélisateur d'épidémie, donc je ne suis pas médecin. Donc à cette question, je ne sais pas répondre sur l'efficacité. Par contre, la stratégie actuelle, c'est vacciner des gens, non pas pour ralentir globalement l'épidémie, mais pour que les gens qui arrivent à l'hôpital soient en moins grand nombre. Et c'est la politique que l'on connaît depuis déjà un certain temps. Vous restez avec nous, Jean-Stéphane Dersin. On va vous reprendre dans quelques instants. Vous voulez aussi vous parler de cette nouvelle qui concerne le nouveau retard de livraison de vaccins annoncé cette fois par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, l'industriel qui a confirmé hier à l'agence de presse Reuters que ses premières livraisons dans l'Union européenne seraient inférieures au volume convenu avec Bruxelles. Des livraisons réduites d'environ 60%. Vous le voyez, 30 millions de doses au lieu de 80 au premier trimestre, en cause une baisse des rendements donc, sur un site de production au sein de la chaîne d'approvisionnement en Europe. Jean-Stéphane Dersin, vous voyez ces données, finalement c'est beaucoup moins de vaccins qui vont arriver. Est-ce que ça va remettre en cause la campagne de vaccination telle qu'elle a été modélisée et les objectifs qui ont été annoncés par le gouvernement? Alors évidemment, en fait, tout le monde aimerait bien avoir autant de vaccins que l'on a. Ce qui se passe, c'est un décalage dans le temps. Et donc ça, c'est dommage, mais on n'est pas vraiment maître de la situation. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est continuer à prendre des mesures qui vont compenser
cette absence de vaccin. Alors, on parle aussi bien sûr du confinement. On va vous poser la question dans un instant. Nous pourrions être amenés à prendre des mesures supplémentaires. Olivier Véran laisse de moins en moins de place au doute quant à la possibilité d'un troisième confinement. Avant cela, le gouvernement veut se donner quand même le temps d'évaluer le couvre-feu national à 18h instauré la semaine dernière et la progression de ce variant anglais, bien sûr, dont on parle beaucoup. On voit ça avec David Dunal, Olivier Jouglard et Garance Munoz. D'accord. À Lyon, certains habitants semblent résignés, fatalistes à l'idée d'un nouveau confinement. De toute façon, on n'a pas le choix, donc on fait avec ce que nous dit l'État. Et voilà, mais bon, on s'en passerait bien. S'il faut passer par un troisième confinement, on passera par un troisième confinement. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Attendre et se débarrasser du virus. D'autres se sentent complètement perdus. Je ne sais même pas si c'est vraiment utile, étant donné que ce qu'on voit, ce qui se passe dans les magasins, par exemple, qu'on puisse ouvrir les magasins comme Zara, la Fnac, etc. Et qu'à côté de ça, en fait, c'est juste que je ne comprends plus vraiment le sens des actions que prend le gouvernement, en fait. La santé mentale des Français reste dégradée selon une étude de Santé publique France réalisée pendant le dernier confinement. 20,5% des personnes interrogées présentaient un état dépressif, 20,2% un état d'anxiété et 66,2% souffraient de problèmes de sommeil. Une situation psychologique dégradée et pour certains psychiatres, l'absence de perspective d'une sortie de crise et l'idée d'un troisième confinement poussent à la déprime. On voit déjà un afflux de patients dans nos centres. On a tellement de patients qui demandent à consulter que les secrétaires ne peuvent même plus répondre au téléphone maintenant. Et ça, on le constate dans toute la France. Et ça, ce ne sont que ceux qui demandent des soins. Il y a tous ceux qui restent en souffrance chez eux, isolés. Moi, ce que je crains, c'est un cataclysme psychologique qui vient s'ajouter à cette crise sanitaire mondiale. Parmi les catégories les plus touchées par une santé mentale dégradée, l'étude de Santé publique France cite notamment les jeunes, les chômeurs et les foyers modestes. Jean-Stéphane Dersin, est-ce qu'un troisième confinement à plus ou moins long terme, 1 semaine, 2 semaines, selon ce qu'envisage peut-être le gouvernement, ça pourrait être une solution pour faire baisser ces courbes du Covid-19 en France ? Alors bon, il faut voir ce qu'on est en train de faire actuellement, quelle est la politique du gouvernement français. Donc la politique actuelle, c'est de garder l'épidémie sous contrôle, avec une personne qui contamine un petit peu moins qu'une autre personne en population. Et partout où ça n'est plus le cas, agir de façon ponctuelle et, je dirais, raisonnée. Et ça a été par exemple l'avancée à 18h du couvre-feu dans tous les départements où ça a été nécessaire d'abord début janvier, puis un petit peu plus tard, puis sur tout le territoire, puisque maintenant on a un taux de reproduction, donc celui qu'on doit garder en dessous de 1, qui a un petit peu plus que 1. Donc la politique actuelle, c'est ça, c'est maîtriser l'évolution, je dirais, de l'épidémie générale. Après, il y a la question du variant britannique sur lequel il faut se pencher un petit peu. Donc ça veut dire qu'on peut encore l'éviter, ce confinement ? Non, actuellement, personne ne sait répondre à cette question-là. Ce qu'on est en train de faire, c'est faire des essais. Donc, on a vu que le confinement à 18h avait plutôt bien marché dans les 15 départements pour lesquels on a un retour pour l'instant. Donc, la politique actuelle, c'est de dire on étend le confinement à l'ensemble de la population, où on espère que ça va marcher pareil. Et donc, on va avoir un taux de reproduction qui va globalement descendre en dessous de 1, avec un risque en parallèle qui est la remontée dû au variant britannique que l'on a vu apparaître sur le territoire. Dans combien de temps est-ce qu'on pourrait espérer justement voir l'impact de ces derniers confinements à 18h pour la France entière ? Ça date d'il y a 1 semaine maintenant. Combien de temps on va pouvoir voir ces répercussions sur les courbes ? D'ici une dizaine de jours. Mais comme je l'ai dit, c'est un mélange. C'est-à-dire que vous avez cette épidémie, à côté vous avez le variant. Donc il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et on a un problème pour identifier l'efficacité des mesures qui sont prises et une virulence plus importante du virus qui arrive. Merci beaucoup Jean-Stéphane Dersin d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV pour nous éclairer donc sur toutes ces questions. Alors que va faire le gouvernement ? Bien sûr, c'est l'une des grandes questions. Elisa Bertholomé, journaliste politique de BFM TV, nous donne quelques indices sur les pistes.
Les soldes ont démarré il y a quelques jours et selon les scénarios, l'impact d'un confinement plus ou moins fort, notamment si les enfants doivent être gardés à la maison et les parents ne pouvant pas leur travailler, eh bien cet impact serait considérable sur l'économie. Le sanitaire l'emportera toujours sur l'économie, martèle Jean Castex, certes, mais il est en tout cas pris en compte dans les variables d'ajustement. La deuxième raison, elle est l'ordre social, psychologique. On vient de le voir longuement dans ce sujet. Dans notre dernier sondage Elab en date du 13 janvier, 8 Français sur 10 disent s'attendre à un nouveau confinement, mais ils ne sont plus que 6 sur 10 à dire qu'ils le supporteraient. Et puis la troisième raison, elle est d'ordre plutôt juridique. Actuellement, il y a environ 20 000 contaminations par jour en moyenne. En octobre, au moment où on a été reconfiné, on était à 50 000. Au sein de l'exécutif, on craint donc de prendre une décision qui pourrait être attaquée, retoquée par le Conseil d'État en citant l'exemple des lieux de culte qui avaient obtenu gain de cause à l'époque. Alors on sent, Elisa, qu'on est vraiment sur une ligne de crête. Où en est le gouvernement dans sa réflexion? Quelles peuvent être les pistes là, pour les prochains jours, prochaines semaines? Alors actuellement, le gouvernement est plutôt dans l'attente. Pourquoi? Parce que le couvre-feu avancé à 18h a été mis en place il y a un petit peu plus d'une semaine. Et il faut donc attendre 15 jours environ pour voir si ce couvre-feu avancé aura un impact. Ce sera donc en milieu de semaine prochaine. Si les chiffres restent stables, les chiffres de contamination, les chiffres d'hospitalisation et les chiffres d'entrée en réanimation, le gouvernement pourrait se laisser encore du temps. On peut tenir encore une semaine comme ça, confiait un conseiller de l'exécutif. À l'inverse, si tous les chiffres s'emballent et que le gouvernement voit que ce couvre-feu n'a aucun effet, la question du confinement, du reconfinement sera donc évoquée. Reste à savoir quel type de confinement mettre en place. Est-ce que ça sera un confinement plutôt léger, comme ça a été le cas cet automne, avec des écoles, des crèches qui fonctionnaient encore, ou au contraire un confinement beaucoup plus strict, comme au printemps dernier? On va essayer de tirer au maximum, confié à un conseiller proche d'Emmanuel Macron. On connaît les impacts du confinement sur la population. Alors, on va maintenant se pencher sur cette actualité sociale avec ces nombreux secteurs touchés par la crise. Et pour protester contre les vagues de licenciements et défendre l'emploi des syndicats, ils ont appelé à une manifestation nationale aujourd'hui à Paris, à l'appel notamment de plusieurs syndicats comme celui de la CGT ou encore de l'UNSA, départ de l'Assemblée nationale en direction du siège du MEDEF. On a décidé de sortir du combat boîte par boîte et d'essayer de mutualiser les luttes. Parce qu'il y a des plans sociaux de tous les côtés, à droite, à gauche, il y a plus de 700 plans sociaux. Et chacun de son côté, on nous entend moins. Il y a pas mal d'invisibles, comme SKF, dans Lyon, à Avallon. Donc voilà, on a voulu mutualiser les luttes et essayer d'amener ça sur le terrain politique. Parce qu'il y a de l'argent public qui est distribué à droite, à gauche. Grogne également dans le monde de la culture. À Montpellier, un rassemblement s'est tenu place de la Comédie à 13h à l'appel de plusieurs associations culturelles, musiciens, compagnies, metteurs en scène. Un événement suivi d'une scène ouverte à 14h pour demander la mise en place de l'état d'urgence culturelle. Manifestation également à l'international, à l'étranger, avec ce rassemblement à Moscou. Malgré son interdiction, plusieurs milliers de personnes défilent aujourd'hui dans la capitale en soutien et à l'appel de l'opposant russe anticorruption Alexei Navalny. Il avait été victime d'un empoisonnement supposé cet été et incarcéré dès son retour récent en Russie. Ces manifestants demandent sa libération. La police a arrêté plusieurs centaines de participants à Moscou et appelle les autres à quitter l'événement illégal. Des rassemblements ont également eu lieu dans une soixantaine d'autres villes russes. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons du Covid. Cela fait 1 an qu'ils sont sur le pont, les soignants, pour certains à bout. Et notamment, vous le verrez, vous entendrez dans un instant un médecin de l'hôpital Bichat qui ne cache plus sa résignation et sa fatigue à force de lutter contre cette épidémie. 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Une conséquence inédite, spectaculaire de la canicule. Immersion, enquête, portrait. Ça sert à rien de nourrir une anxiété. Et nos invités acteurs de l'actualité. Ils n'ont pas réussi à se rallier à un chef. 7 jours BFM. Tous les vendredis, 20h30. Tous les samedis et dimanches, 17h et 20h. Sur BFM TV. Votre programme avec LeasePlan, le partenaire LLD pour votre mobilité d'aujourd'hui et de demain. Place aux nouvelles technologies. Place au nouveau design. Place à l'inspiration.
nouveau SUV Mini Countryman. Disponible en édition suréquipée à partir de 370 € par mois sans aucun apport. Just close your eyes and fall asleep. You're gonna be there soon. XXL Maison, mobilier design et décoration. Venez profiter des soldes chez XXL Maison. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher chez Aramis Auto. Et oui, avec Aramis Auto, profitez de voitures neuves et d'occasion reconditionnées au meilleur prix garanti. Venez vérifier sur aramisauto.com. Déjà petit, quand il coloriait, il dépassait un peu. Oui. Ça change la vie d'être bien assuré. Vous aimeriez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité? Alors rendez-vous sur le site comgem.fr pour calculer gratuitement votre IMC. Grâce à Comgem, en perdant 15 kilos, Erika est passée d'un IMC de 27,7 à un IMC de 22,7. Elle est donc repassée dans le vert. Et regardez Myriam, elle est passée d'une situation de surpoids avec un IMC à 28,3 à un IMC normal de 21,4. Alors si vous aussi, vous souhaitez perdre du poids et retrouver un IMC normal, rendez-vous sur le site comgem.fr, comgem.fr. Mes enfants, ce qu'ils aimeraient pouvoir faire, c'est soit voler très haut dans le ciel, soit être capable de se téléporter. Moi, mon truc, ça serait plutôt de savoir combien vont me coûter mes consommations de gaz le mois prochain. C'est selon votre conso. Mais avec l'offre gaz énergie garantie 2 ans d'Engie, on vous garantit un prix fixe du kilowattheure de gaz naturel pendant 2 ans. J'agis avec Engie. Ah, vous voilà. Vous inspirez les nouvelles générations en défendant les bons gestes du quotidien pour que votre chez-vous soit plus respectueux de la planète. Et nous vous soutenons dans votre cause. Ikea. J'aime ma cure. Je prends soin de mes articulations, mon sommeil, mon poids, mon souffle. Chaîne Thermale du Soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier. Vendez votre voiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. On peut gagner des clients, gagner des gagnants. Gagner à Paris, gagner à Gabian. On peut gagner le cœur des habitants. Gagner sa vie, gagner pour longtemps. Qui peut concurrencer la MAF? Madame Imbert, en plein dégâts des eaux. Vous devriez prendre votre assurance habitation chez nous. Ah, on vous a pas dit? Avec MAF Triple Plus, j'ai plus de services, avec l'intervention d'un plombier et la première heure de main-d'œuvre gratuite. Plus de protection avec le remboursement à neuf de mes meubles et même de mon téléphone. Et plus d'économies avec des réductions pour acheter du mobilier et rénover ma maison. Vous avez échoué. Je préfère la MAF. Votre devis sur maf.fr et en agence. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. Ceci est un message du gouvernement. 16h, 15h48 sur BFM TV. On fait le point sur la situation sanitaire en France avec près de 23 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, dénombrés hier par le ministère de la Santé. 323 décès à l'hôpital et 2902 malades du virus hospitalisés en service de réanimation. Des chiffres qui restent globalement, vous le voyez, sur une constante haute et ce depuis le début du mois de janvier. Et un an après l'accueil des premiers patients Covid-19 dans les hôpitaux français, les soignants et personnels médicaux semblent eux aussi à bout. Invité de BFM TV dans la journée, Jean-François Timsit, chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat à Paris, est revenu sur cette détresse. On a été très fatigués, on l'est de nouveau beaucoup.
un peu résignée à la situation. On aimerait bien qu'elle cède et qu'elle cesse. Et je crois qu'elle va avec cette déshumanisation de ce qu'on est au quotidien en tant qu'être humain. Vous avez parfois des découragements parce qu'il y a des patients qui sont pas très vieux, qui n'ont pas beaucoup de maladies chroniques, à qui on fait des choses qu'on essaye de soigner du mieux qu'on peut et auxquelles on n'arrive pas. Et c'est extrêmement décourageant et compliqué à gérer au quotidien, oui. Ce ne sont que des recommandations, mais face aux variants anglais notamment qui gagnent du terrain, l'Académie nationale de médecine a préconisé hier d'éviter de parler, de téléphoner dans les transports en commun et ce, même masqués. Les autorités de santé qui recommandent également 2 mètres de distance sans masque au lieu de 1 mètre. Alors comment réagissent les Français? Hilal El Aflahi, Thomas Herman avec Stéphane Beaujard. Dans ce wagon de métro, pas d'échange entre voyageurs ni de discussion au téléphone. De quoi satisfaire l'Académie nationale de médecine qui recommande de garder le silence dans les transports. Incompréhensible pour Camille, déjà lassée des multiples restrictions sanitaires. Je trouve ça assez absurde parce qu'en fait on ne parle pas dans le métro, on est souvent avec nos écouteurs ou dans notre livre, donc autant nous reconfiner et qu'on n'en parle plus. Même son de cloche sur le quai de cette station de métro où la mesure est loin de faire l'unanimité. C'est une règle inutile, il y a autre chose à faire actuellement. C'est vrai que ça fait sourire. Maintenant, chacun essaie de se dépatouiller dans cette situation un peu exceptionnelle, quoi. Je trouve ça un peu bête parce que déjà on parle pas beaucoup dans le métro. On se dit qu'il faudrait peut-être déjà alterner la façon dont les gens rentrent et peut-être mettre plus de métro, quoi, parce qu'on est nombreux dedans, quoi. Si l'Académie préconise de garder le silence dans les transports en commun, c'est pour limiter au maximum la diffusion du coronavirus. Lorsque la distanciation physique n'est pas possible, ce qui est le cas dans les transports en commun, eh bien, d'éviter de parler et d'éviter de téléphoner, parce qu'en parlant, en téléphonant, on ouvre la bouche et on peut émettre des postillons ou des aérosols infectieux. La recommandation vient s'ajouter aux gestes barrières déjà appliqués dans les transports, mais pour certains, cela risque de semer la confusion. Si le masque est censé nous protéger, on doit pouvoir parler, ou alors c'est que le masque ne sert à rien. Donc voilà, je trouve ça un peu grotesque. L'Académie nationale de médecine a par ailleurs rejeté l'abandon des masques artisanaux face à l'arrivée de nouveaux variants plus contagieux. Et sur cette question donc de se taire dans le métro, Patrick Berche, membre de l'Académie nationale de médecine et ancien directeur de l'Institut Pasteur, était notre invité tout à l'heure. Pour lui, ces recommandations se justifient dans certains cas bien précis. Cette recommandation, elle s'adresse surtout dans les conditions de promiscuité. Une enquête de l'Institut Pasteur de Paris a montré clairement que dans le métro n'était pas un foyer de propagation du virus important. Mais on a actuellement un nouveau mutant qui apparaît, on n'en sait pas encore l'amplitude, et ce nouveau mutant donne une contamination beaucoup plus importante de la salive. Les postillons sont beaucoup plus chargés de virus, ce qui explique la rapide contagiosité où on voit flamber en Angleterre, le taux passe de 5 000 par jour à 60 000 contaminations par jour. Donc c'est dans un esprit de limiter les contaminations. Évidemment, c'est pas si vous êtes à 3 dans une rame de métro, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes à 2 centimètres de quelqu'un, il faut éviter de parler, éviter de prendre le téléphone. Ça paraît du bon sens. Ça n'est pas une obligation, c'est une recommandation, c'est un conseil. Les gens font comme ils veulent. 15h52, on fait le point sur la météo.